Bonjour à tous, on se retrouve avec Héloïse pour un nouveau schéma et celui-ci va concerner le cycle de Wilson. Ce schéma va être divisé en 5 phases chronologiques qui vont vous permettre de comprendre comment se crée un océan puis une chaîne de montagnes, laquelle disparaît ensuite grâce à l'érosion. Bonjour à tous, je suis très heureuse de faire ce schéma pour vous car c'est mon coup de cœur. Je l'avais déjà commencé en première spé et le revoir en terminale sous sa forme complète m'a permis de comprendre toute la logique de la tectonique des plaques. En premier lieu, je schématise l'état initial dans lequel on reprend les bonnes pratiques. On schématise la croûte continentale, CC, puis le manteau lithosphérique, ML, situé en dessous. La séparation entre les deux est le Moho, situé à 30 km de profondeur sous la croûte continentale. Puis, on schématise en pointillé l'isotherme 1300 degrés qui sépare la lithosphère de l'asténosphère. Oui, et ça c'est la base en géologie, il faut vraiment maîtriser ces ensembles, la croûte, le manteau lithosphérique, le manteau asténosphérique et les limites. Et on rappelle bien que la lithosphère, c'est la croûte plus manteau lithosphérique, et cela forme un ensemble solide et cassant qui correspond à la plaque lithosphérique. Je passe maintenant à la phase 1 qui correspond au rift continental. Dans celui-ci, la croûte continentale s'amincit et se fracture dans un contexte de divergence. Ceci produit des blocs basculés qui sont séparés par des failles normales qui sont souvent courbes. On parle alors de failles distriques. La phase de rift est également associée à une remontée de manteau qui provoque ou accentue l'amincissement. De plus, la remontée de manteau va induire la fusion de la péridotite. Et tu fais très bien d'ajouter ces petits pointillés et les demi-flèches de part et d'autre qui montrent le mouvement des blocs. Ça, c'est extrêmement important puisque c'est ce qui valide le fait qu'il s'agit bien de failles normales et d'effondrement. Et puis je vois aussi que tu rajoutes des doubles flèches qui permettent de montrer la divergence. Moi, j'ai l'impression que tu as vraiment eu un excellent professeur. Je sais pas de qui il s'agit, mais bon. Oui, et quelqu'un de modeste aussi. On passe ensuite au stade du rift océanique qui correspond à la phase 2. Le rift se définit comme un fossé d'effondrement, continental ou océanique, délimité par les blocs basculés. S'il communique avec les autres étendues d'eau, il se remplit d'eau et forme une mer ou un océan. Le rift océanique correspond plus précisément à la dorsale qui est également composée de ces blocs plus ou moins visibles, d'où sa forme avec 2 pointes. L'ancien rift continental est alors séparé en deux et la jonction continent-océan est appelée marge passive. Ce stade géologique du rift océanique se retrouve au niveau de tous les océans naissants, par exemple la mer Rouge, le golfe d'Aden, au centre desquels, même si l'océan est très petit, il y a une dorsale. Sous la dorsale, la remontée de manteau va induire la fusion de la péridotite par décompression adiabatique. Le magma produit va ensuite remonter à la surface. Il s'agit d'un magma basaltique qui va produire les basaltes et les gabbros de la croûte océanique. Ah, moi j'adore ces schémas de géologie, je les trouve très jolis et très logiques. Et on est d'accord que pour que ça fonctionne bien, il faut toujours rajouter les mouvements. Ici la double flèche et divergence, c'est impeccable. Pour aller plus loin, je vous conseille également de revoir le schéma que j'ai réalisé sur la dorsale et son fonctionnement. Dans le troisième schéma, on va changer de contexte et il va y avoir de la convergence. Dans la phase d'océanisation, l'océan s'agrandit progressivement par l'action de la dorsale. C'est l'accrétion océanique. Mais ceci ne va pas durer car l'océan va disparaître par subduction. Généralement, la subduction survient lorsque la plaque est assez âgée, elle s'est refroidie et épaissie, elle devient plus dense, elle finit par craquer par rapport à la marge passive et donc s'enfoncer dans le manteau. À gauche, je schématise les blocs basculés de la marge passive. Mais à droite, je schématise la lithosphère océanique qui plonge sous la lithosphère continentale. Très bien, dans ton schéma, c'est toute la plaque qui plonge, pas seulement la croûte. On sait également que les gabbros de l'ACO vont se transformer en s'enfonçant dans la zone de subduction et former des métagabbros du faciès schiste vert, SB, puis schiste bleu, SB, et formeront enfin des éclogites, E. La formation de ces roches correspond au métamorphisme haute pression basse température qui est caractéristique de la zone de subduction et c'est un argument qui prouve que la subduction a bien eu lieu.
Je sépare également clairement les deux plaques existantes. Les plaques sont séparées par la dorsale, c'est la limite divergente, mais aussi par la zone de subduction, limite convergente. Cette limite est la marge active dans laquelle il y a de nombreux séismes et des volcans explosifs. Dans mon schéma, il y a même une troisième plaque à droite, mais je manque un peu de place. Vous aurez compris que dans ce schéma, on évoque toutes les phases sans trop de détails, sinon ce serait particulièrement chargé. Pour avoir plus de détails sur les zones de subduction, je vous conseille la vidéo que j'ai faite avec un très beau schéma sur la zone de subduction, à faire et à refaire, à voir et à revoir. Oui, mais une fois que l'on a compris, ça devient beaucoup plus simple. On arrive presque à la fin avec le stade de la collision. Une fois l'océan disparu, les deux plaques lithosphériques continentales entrent en collision. La collision implique un raccourcissement des plaques, ce qui induit un épaississement qui forme la chaîne de montagnes. Le mot peut s'enfoncer à plus de 70 km de profondeur. C'est la racine crustale. On peut notamment l'identifier avec la tomographie sismique. En surface, il reste des lambeaux de l'ancienne lithosphère océanique, c'est-à-dire une ophiolite qui contient des basaltes et gabbros, et les métagabbros qui permettent d'argumenter que ces roches ont subi une subduction. L'ophiolite est très souvent associée à une très grande fracture centrale qui sépare les deux plaques lithosphériques et qu'on appelle la suture continentale. Le raccourcissement et l'épaississement induits par la convergence se matérialisent également en surface par des structures tectoniques comme les plis, les failles inverses et les chevauchements. La suture continentale a pu être mise en évidence par les techniques de sismique réflexion et notamment le profil écorce qui a été initié au début des années 80 en France. Dans les Alpes par exemple, le profil écorce-crop, en partenariat avec l'Italie, a montré que la suture correspond au chevauchement pénique frontal, CPF. Et il ne reste plus que le tout dernier schéma qui est très simple puisqu'il s'agit du stade érosion. L'érosion est principalement réalisée par l'eau sous forme liquide, mais aussi par la glace et le vent. L'érosion va dégrader les roches et réduire le relief progressivement. Il restera donc les accidents issus de la collision, comme des plis, des failles inverses et des chevauchements, ainsi que l'ophiolite. De plus, l'amincissement se fait en surface par l'érosion, mais aussi en profondeur par la remontée de la lithosphère. En effet, le taux d'érosion est de l'ordre de 1000 mètres par million d'années, mais la plaque a tendance à se relever grâce au phénomène d'isostasie, donc le taux d'abaissement n'est en fait que de l'ordre de 200 mètres par million d'années. Merci Héloïse pour ce superbe schéma, je sais qu'il te tient à cœur et tu l'as parfaitement réalisé, bravo. Merci, je suis vraiment contente de l'avoir fait et j'espère qu'il vous plaira. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à prendre une feuille blanche et vos feutres pour le refaire et vous entraîner, c'est la clé du succès et de la compréhension. À très bientôt parmi nous.